J'ai la chance d'être parmi les quelques milliers, c'est-à-dire 2500, qui ont échappé à la mort. Cependant, c'est Hitler, ce qu'il voulait, lui, c'était la mort de tous les juifs d'Europe. Moi, j'ai eu la chance de revenir, mais j'ai été arrêtée avec deux petits jeunes gens que je vous montre là, vous voyez. Ce petit jeune homme avait votre âge, parce que j'ai appris, alors que normalement il aurait dû être parmi ceux qui partaient en fumée, j'ai appris que vu son apparence, eh bien, il était rentré dans le camp. Malheureusement, il en est pas revenu, lui. Sa mère, à ce petit jeune homme-là, c'était ma sœur aînée, eh bien, elle a été arrêtée en 1943, et je ne sais pas comment qu'elle est morte. Donc Hitler veut la mort de tous les juifs, et dès qu'il est gagnant, et il a gagné l'Europe vraiment très très rapidement, eh bien la première chose qui se passe, c'est qu'il faut aller, comme il veut tuer les Juifs, c'est pas marqué sur notre front, juif ou pas juif, il y avait une caricature d'une tête de juif qui était immense, qui faisait la valeur de 3-4 étages, et on voyait un homme avec un nez tellement busqué, des oreilles. Alors les oreilles, j'arrive à croire que c'est possible, parce que maintenant je trouve que j'ai des grandes oreilles. Mais le nez busqué, enfin, c'est tout juste s'il n'y avait pas des cornes aux pieds. Hein. Dès qu'il est vainqueur d'un pays, eh bien, il demande aux Juifs d'aller se faire recenser. Certains ont été intelligents, l'ont pas fait et ont quitté Paris, d'autres ont quitté même la France, mais mon père jamais n'aurait voulu quitter la France. Mon père était très très fier d'être français. Il avait fait la guerre de 14, 7 enfants, tous nés à Paris. Sa femme, c'est-à-dire ma mère, n'était pas née à Paris, mais elle était venue très 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 jeune de Roumanie. Donc chez nous, personne ne parlait avec un accent. Hitler arrive, mon père n'hésite pas un seul instant et on va aller dans les commissariats et quand on sort de là, on a sur nos cartes d'identité un gros tampon marqué juif. Donc s'il y a un contrôle, on montre les papiers. Hitler veut nous humilier. Donc il faut que tout le monde voie qu'on est juif. Et pour ça, il nous oblige à coudre sur nos vêtements 2 étoiles. Alors maintenant, tout le monde voit que nous sommes juifs, et dans ces cas-là, on a beaucoup de choses qui nous sont interdites. On ne peut plus être en contact avec les non-juifs. Les non-juifs, on les appelle des ariens. Eh bien, les juifs n'ont plus le droit d'être en contact avec eux. Et donc, il y a un tas de métiers, un tas de professions qui nous sont interdites. Professeurs, instituteurs, médecins, chirurgiens, artistes, fonctionnaires, tout ça, ça nous est interdit. Mon père, qui est fabricant, il a un petit atelier, il fabrique des imperméables. Eh bien, comme il emploie des personnes non juives, il a 3 ouvrières, 2 ouvrières et un ouvrier. Eh bien, il ne peut plus tenir son atelier. Maintenant, mon père ne travaille plus. J'ai 2 sœurs qui faisaient les marchés aux portes de Paris, porte de la Villette, si vous voulez exactement. Eh bien, elles n'ont plus le droit de le faire, puisqu'il ne faut pas être au contact des non-juifs. Alors, elle aussi, c'est une dame qui va les remplacer. On va vivre comme ça, avec tous ces interdits. Et moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette période-là, égoïstement, je n'avais plus le droit de faire de sport. Je n'avais plus le droit d'aller dans les stades, je n'avais plus le droit d'aller à la piscine. Et pour moi, ça, c'était terrible, si vous voulez. Vous voyez comment on est égoïste quand on est jeune. Hein. On va rester comme ça jusqu'en 42. En 42, un soir, et l'image est toujours bien fixée dans ma tête, un monsieur sonne à la porte, il se présente, il travaille à la préfecture de police. Il a eu un dossier sur son bureau nous concernant. On est dénoncé, mais non, pas comme juifs, puisque c'est nous-mêmes qui l'avons fait, qui l'avons été. Non, on est dénoncé
en tant que communiste actif. Parce que, justement, les nazis avaient très très peur aussi des communistes. Il y avait énormément de résistants parmi les communistes, ils avaient peur de la propagande, et ce monsieur nous prévient, juifs et communistes, vous allez être surveillés, le pépin qui va arriver, la moindre chose, le moindre écart, et votre famille va être arrêtée. Donc mon père trouve que ce monsieur a peut-être raison, et ils vont se décider à partir. Communiste, je ne savais même pas, je m'intéressais pas à la politique. Et à l'époque, vous savez, il n'y avait pas la télévision. Et puis la TSF, on ne l'allume pas pendant qu'on est à table. Et mon père ne discutait pas politique. Les femmes ne votaient pas à l'époque. Donc moi, je ne savais pas que mon père était communiste. Par contre, je me doutais de quelque chose. Ma sœur aînée et son mari recevaient énormément de personnes qui arrivaient le soir, qui partaient le matin, ou d'autres qui ne bougeaient pas du tout pendant une journée, 2 journées. Je pensais que ma sœur et mon beau-frère étaient résistants, mais je ne pensais pas communistes. Mais en fin de compte, ils étaient communistes et résistants. Mais ça, je ne me rendais pas compte de ça. Du fait qu'ils sont résistants, il n'y a pas de mal à trouver des faussaires pour nous faire des faux papiers. On ne peut pas quitter Paris avec une carte d'identité tamponnée juif. Et de toute façon, nous, quand on avait été se faire recenser, on était bloqués dans la ville où vous vous étiez fait recenser. Tant qu'à faire d'avoir des faux papiers, on va essayer d'avoir un nom moins de consonance moins étrangère. On peut être étrangère sans être juif, mais tant qu'à faire, autant prendre un nom de consonance bien française. On a des amis qui sont non juifs, et ils nous prêtent leur nom en nous racontant toute leur histoire, l'histoire de la famille. Maintenant, c'est pas tout d'avoir des faux papiers, il faut passer en zone libre. Et pour aller en zone libre, c'est comme si c'était un pays étranger. C'est une frontière, donc il y aura un contrôle. Alors, on a des faux papiers, c'est vrai, mais il vaut mieux éviter les contrôles parce que est-ce qu'ils sont très très bien faits ou pas, on ne sait pas exactement. Donc, on va trouver des personnes qui connaissent les lieux le long de ces frontières, qui ont observé que les patrouilles passaient à telle heure, à tel endroit. Donc, ces personnes-là, on les appelle des passeurs. Certains l'ont fait gratuitement, beaucoup ont fait fortune en faisant ce travail-là, mais s'ils ont été réguliers, on n'a rien à dire, ils nous ont sauvé la vie, mais il y en a malheureusement qui ont pris l'argent, mais qui n'ont pas été réguliers du tout. Mon père s'est occupé, alors il ne veut pas que l'on passe tous ensemble parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, alors il nous partage en 4 groupes, donc 4 passeurs, 4 lieux différents. Le point de ralliement est Aix-les-Bains. Le groupe avec lequel j'étais avec 2 de mes sœurs, eh bien, toutes les 3, on s'est fait arrêter. Mais ça s'est bien passé puisque, vous voyez, je suis là. On est en zone libre, on est tous à Aix-les-Bains, on va y vivre tous ensemble pendant, je ne dis pas quelques semaines, quelques mois, quelques jours seulement, parce que naturellement, l'hôtel, on était obligé d'être à l'hôtel et de manger au restaurant. Eh bien là encore, Ginette, elle est vraiment... J'ai honte de moi, de ma conduite en pensant à cette période-là. Parce que moi, vous vous rendez compte, je me trouve dans une ville où jamais je n'aurais été. Mon père était un petit artisan, il gagnait sa vie, c'est tout, mais pas plus. Et là, je vis à l'hôtel et je mange au restaurant. C'est une chose qui ne nous était jamais arrivée. Donc pour moi, c'est un bon souvenir. En plus, Aix-les-Bains, vous vous rendez compte, quelle belle ville. Jamais j'aurais connu ça. Donc je trouve que c'est agréable, cette ville-là. Et puis, ma sœur
va se renseigner, elle a des amis à Avignon, elle leur demande de nous trouver quelque chose pour qu'on puisse s'installer à Avignon. Et on va y vivre 3 mois chez un monsieur qui avait une grosse villa et qui nous a loué tout son premier étage. Pendant ces 3 mois, tout le monde va se chercher du travail. Et mon père, lui, par contre, eh bien, était dans la ville d'Avignon pour essayer. Alors, mes sœurs apprennent qu'elles peuvent faire les marchés dans la région aussi, donc elles vont commencer à faire les marchés. Pour faire les marchés, il faut trouver de la marchandise. C'était le rôle de mon père qui traînait dans Avignon pour trouver, acheter de la marchandise pour qu'elle puisse le vendre sur les marchés. Donc, tout le monde travaille. Ma mère, c'est la mère au foyer, elle continue à faire ce qu'elle a toujours fait. Mon père, en traînant d'Avignon, est entré en contact avec le maire d'Avignon. Peut-être était-il de même opinion politique, moi je n'en sais rien. En tous les cas, ce monsieur nous a procuré une maison en plein centre d'Avignon, rue Joseph Vernet. Elle est vide. Eh bien, mes parents, tant bien que mal, vont trouver à la meubler en allant chez les brocanteurs. On dormait par terre sur des matelas, nous, eux, ils avaient quand même un lit, mais alors qu'ils avaient laissé une maison où ils avaient mis toute leur vie pour la meubler et tout, je ne dis pas que c'était des meubles d'époque, mais c'était des beaux meubles, eh bien maintenant, il n'y a plus rien que des meubles, je vous dis, disparates. Moi, ça m'est égal, qu'est-ce que ça peut me faire de coucher sur un matelas par terre? Il y avait que le dimanche qu'on ne travaillait pas. On est le 13 mars 1944, il fait une très très belle journée. Et j'arrive à la maison, j'ouvre la porte, de dos, il y a 3 messieurs qui sont là. Un est habillé en civil. Je n'ai jamais entendu le son de sa voix. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est allemand? Je n'en sais rien, je ne peux rien dire. S'il est français, c'est un milicien, parce que les Français qui collaboraient avec les nazis, eh bien, on les appelait des miliciens. Alors, je ne sais pas, en tous les cas, il n'a pas ouvert la bouche, et je n'en sais rien. Par contre, les 2 autres qui sont là, c'est même pas la peine que je demande qui ils sont. Je le sais, c'est la Gestapo. Ils ont leur uniforme, le manteau de cuir et leur chapeau. Même en plein été, c'était comme ça. Devant eux, il y a mon père, qui avait 61 ans, et les 2 enfants que je vous ai montrés. Je sais qu'ils viennent arrêter les Juifs. Mais on n'est pas Juifs, on est orthodoxe. Mon père, quand il avait acheté des faux papiers, nous avait dit « j'ai aussi un certificat comme quoi nous sommes orthodoxes ». Orthodoxe, c'est la religion des pays de l'Est, souvent. En Russie, il y a beaucoup de personnes qui sont orthodoxes. On pense que tout le monde a gobé cette histoire. C'est pas vrai, personne ne l'a gobé, tout le monde se doutait qu'on se cachait, mais il y en a un qui nous a dénoncés. Et la Gestapo est au courant des coutumes chez les Juifs. Quand un bébé du sexe masculin vient au monde, je peux dire que les 80,99% des familles, qu'ils soient pratiquants ou pas pratiquants, comme c'est notre cas, eh bien, on fait circoncire les bébés. Et dans ma famille, on le fait aussi, mais ça sera le médecin accoucheur qui le fait. Donc la Gestapo est au courant de ça. Ils ont fait déculotter mon père, mon petit frère et mon neveu. Ils étaient circoncis. Ce monsieur qui nous a dénoncés avait dit qu'on était juifs. Pour eux, ils ont la preuve sous les yeux. Ils nous arrêtent. Immédiatement, sans nous dire prenez quelques affaires comme certains ont fait, ils nous ont arrêtés. Quand ils nous ont emmenés en prison, c'était dans des tractions avant. Ma sœur, ma cousine et puis les autres de la famille ont été arrêtés, mais nous, on ne les a pas vus. Alors maintenant, on est à la sortie de la prison d'Avignon, il y avait un car, on retrouve les Juifs qui ont été arrêtés, et ce car nous amène à Marseille. À Marseille, là, on est séparés
Alors, les hommes sont dans des cellules et les femmes, on est dans une salle commune. On est resté en prison à Marseille du 14 mars jusqu'à fin mars. Fin mars, on nous dit, ça y est, maintenant c'est le départ pour Paris. On est dans le train qui va nous emmener à Paris. C'est un train normal, un train voyageur. À l'époque, il y avait 3 classes. On est dans un wagon de 3e classe. On savait que quand on arrêtait les Juifs, c'était pour aller dans un camp de travail. On est dans le train qui va nous emmener à Paris. C'est un train normal, un train voyageur. À l'époque, il y avait 3 classes. On est dans un wagon de 3e classe qui est gardé aux extrémités par gendarmes, agents de police et gendarmes, soldats allemands. Et on va arriver à Paris. À Paris, il y a un autobus qui nous attend pour nous emmener à Drancy. Drancy était un lieu un peu spécial et que les nazis ont repéré comme étant vraiment ce qu'il fallait. Je suis arrivée donc à Drancy le 1er avril 1944. Ça ne m'a pas semblé quelque chose de pénible, au contraire, je m'étais fait des amis parce que comme c'était dur de rester toute une journée sans rien faire, ils avaient demandé des bénévoles pour faire des corvées, je me suis présentée et j'ai été choisie pour être corvée de pluche. Et quand je me retrouvais l'après-midi avec mon père, je lui disais j'allais dans un camp de travail. Pour moi, c'était ça. Et pour moi, un camp de travail, qu'est-ce qu'on pouvait me faire faire? Le plus dur pour moi comme métier, c'était ou travailler en usine ou travailler dans les champs. Eh bien, paysans ou travailleurs en usine, il y en a qui font leur métier, c'est leur métier toute leur vie et ils n'en meurent pas dans ce camp de travail. Gilbert, c'est le nom de mon petit frère, Gilbert fera un petit peu de travaux scolaires, il fera peut-être un petit peu de travaux manuels, et puis le soir, on se retrouvera tous ensemble. Voilà ce que j'expliquais à mon père. Jamais mon père ne m'a dit « Mais Ginette, descends sur terre ». Dans la cour, il y avait des personnes de tous les âges, il y avait des personnes handicapées, il y avait des personnes sur des fauteuils roulants, des gens qui avaient un bras en moins, une jambe en moins, des personnes qui avaient l'air maladives, des enfants. Mais c'est pas possible, Ginette, regarde, c'est louche, on va pas dans un camp de travail, c'est pas vrai. Jamais il ne m'a dit ça, et moi je voyais bien tout ça, mais je ne réalisais pas. Le 12 avril 1944, on nous prévient, ça y est, demain c'est le départ, c'est calme, on se retrouve, les autobus sont derrière la porte de Drancy, et maintenant on est groupé devant les autobus, on va monter dans les autobus. On est sous la garde de gendarmes français, agents de police et quand même un soldat allemand qui est là avec son chien. Et ils vont nous déposer à la gare de Bobigny. Et maintenant, ça y est, on est complètement aux mains de l'armée allemande et ça change. Là, c'est les coups, on vous pousse et on ne va pas assez vite. Alors, le premier mot que j'ai appris, ça a été schnell. Schnell, ça veut dire vite. Et chaque mot de schnell est accompagné d'un coup. Alors, il y a des trains qui sont là, les portes ouvertes. Alors, ils sont vides. Alors, Ginette, elle est innocente. Ces trains-là, c'est un train de marchandises, ça. Le train va partir et on va se retrouver dans un train où il n'y aura que des wagons 3e classe, comme on est venu de Marseille à Paris. Mais maintenant, on est tous dans les wagons, les portes sont verrouillées et nous, on s'aperçoit qu'on est dans la pénombre. Pourquoi? Parce que notre wagon, il est comme ça. Je ne dis pas que c'est celui-là, hein, mais c'est le même genre. Un wagon qui est fermé complètement. Alors, moi, je ne me suis pas rendu compte du temps, tout au moins maintenant, je ne m'en rappelle plus. Est-ce que ça m'a semblé dur? Est-ce que j'ai somnolé? Est-ce que je n'en sais rien? En tous les cas, maintenant, le train s'arrête. On était, je ne sais pas combien, 70, 80, tous les chiffres sont donnés et beaucoup de personnes qui ne se sont pas lavées. Vous voyez un petit peu l'odeur qu'il pouvait y avoir dans ce wagon qui n'avait pas d'ouverture.
Il y a des hommes qui ont sauté dans le wagon, qui nous ont éjectés. Schnell, partez, on va vous emmener vos bagages dans les camions. En effet, on voyait les camions qui étaient là sur le quai. Et j'apprends que les personnes malades ou les personnes fatiguées, eh bien, il y a pour eux les camions qui sont là pour les emmener dans le camp. Ça leur évitera de la fatigue parce que ça va être à travers champs et ça sera dur. Ah, moi j'entends ça. Papa, Gilbert, ben montez dans le camion. Ils m'ont écouté. Je les ai même pas vus partir. C'est pas grave. Je leur dirais, je voulais leur faire un petit bisou avant de partir, eh bien, je leur ferai quand on arrivera. Sans arrêt, les officiers nous disaient, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Il y en a qui sont en couple, ils se séparent, les enfants, les femmes, et puis les hommes d'un côté. Et ils veulent qu'on se mette 5 par 5. Et 5 par 5, cette fois-ci, ça ne sera pas Schnell, lentement, on va passer devant eux. Et ce moment-là, où on passe devant eux, on apprend que ça s'appelle une sélection. Et ces messieurs nous regardent à peine pour nous faire des gestes à gauche, à droite. En fin de compte, dans mon groupe, on est très très peu, alors que dans l'autre groupe, il y a des personnes âgées, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes qui ont l'air maladives, il y a des enfants. Et alors, on s'aperçoit que nous, notre petit groupe, on est assez jeunes malgré tout. Il y a quelques personnes plus âgées, mais personne de très âgé, ni personne de très très jeune. Ceux-là sont de l'autre côté. Alors, nous, par contre, ce groupe-là, on va partir à pied. Et c'est vrai que c'était très dur à travers champs. On avait des petites chaussures, elles collaient dans la terre. Et ceux qui nous accompagnaient, Schnell, 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 ils trouvaient qu'on marchait jamais assez vite. Et Schnell était accompagné de coups assez durs. Et maintenant, on arrive à proximité du camp. Moi, je vois de la fumée, je vois des cheminées. Ah ben là, voilà mon usine. Et puis les champs, je les traverse en ce moment. Et là maintenant, il y a aussi une espèce d'odeur. C'est cette usine qui doit... Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. On n'arrive pas à déceler l'odeur exacte que c'est, mais elle est bizarre. Et maintenant, on est dans le camp et je suis étonnée parce que moi, un camp de travail, je voyais l'usine, ben elle est là, et puis quelques baraques. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas quelques baraques. À perte de vue, et alors ce qui m'étonne aussi, c'est que je vois des fils de fer barbelés entrecoupés de miradors avec, vous voyez, voilà, c'est ce que l'on voit quand on rentre dans Birkenau. Alors, pour un camp de travail, je ne pensais pas du tout que ce soit comme ça. Et ces fils de fer barbelés, après, je vais apprendre que c'était électrifié, donc c'était quand on s'en approchait, eh bien, on mourrait électrocuté. Tous les 20 mètres, vous avez des miradors comme ça, les soldats sont en hauteur, et tous les 10 mètres, vous avez des miradors comme ça, avec des soldats mitraillettes braqués sur l'intérieur du camp. Vraiment, je ne voyais pas du tout ça comme ça, mais bon, j'ai jamais été dans un camp de travail, c'est comme ça, puis c'est tout. On croise des silhouettes un peu bizarres, des femmes qui nous regardent par en dessous, elles ont les yeux enfoncés dans les orbites et on s'aperçoit qu'elles n'ont pas de cheveux. Et puis quand il y a des femmes qui les commandent avec les mains prêtes à taper, mais on n'a pas le temps de s'arrêter à ça parce qu'on nous pousse tous ensemble dans un bâtiment comme ça, qui est là sur la gauche, et on va rentrer dans une salle complètement vide, et parallèle à un mur, des tables comme ça, avec des femmes qui sont là, deux par deux, derrière. Et nous, on est devant, on attend les ordres, et les ordres arrivent. Déshabillez-vous. Le début du pire, ça a été ça, on nous a mis nus complètement. Il n'y a que des femmes. Mais j'ai honte. Je suis nue devant des femmes que je ne connais pas. J'ai que 2 mains. Je me cache les seins, je me cache le sexe. J'ose regarder
personne. Et les rares fois où j'ouvre l'œil, j'aperçois des corps de femmes que jamais je pensais que ça existait. Et maintenant, c'est à mon tour d'arriver devant ces dames qui sont là. Il y en a une qui tient un registre, l'autre prend mon bras brutalement. Alors là, maintenant, je suis complètement nue devant eux, devant elles, et sur mon bras, elles me mettent un numéro. Pour certaines personnes, la nudité, elles l'ont accepté, mais ça, le numéro, elles ont frotté, elles ont frotté. Non, ça part pas. Ces femmes qui ont été déportées comme nous, mais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ne se rappellent plus comment leur réaction quand elles sont arrivées comme nous. Elles ont été comme nous, elles ont eu honte, elles ont été malheureuses, elles ne se rappellent plus. C'est ça qui est terrible. C'est la guerre, on s'entretue, on se tue, mais si c'est pas moi qui tire, c'est l'autre qui va tuer, qui va tirer. Alors autant qu'on se défende. Mais là, non. Personne ne se défendait. Ils ont préparé à l'avance, avant de nous arrêter, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient tuer tous les Juifs d'Europe, mais ils en avaient besoin de quelques-uns. Donc, ces quelques-uns, on allait les faire souffrir, on allait s'en servir, jusqu'à ce qu'à leur tour, on les emmène pour être tués. Ils nous ont enlevé les cheveux, ils nous enlèvent les poils du sexe, les poils sous les bras. Le petit groupe qui vient d'être rasé et tatoué, maintenant se trouve sous la douche. Alors, la douche, vous voyez, on est 4-5 sous une pomme de douche. On attend, il n'y a pas de savon, mais on attend, et l'eau commence à couler, elle est glaciale, tout le monde hurle, aussitôt elle est bouillante, tout le monde hurle, mais on n'est même pas mouillé que déjà on nous vire de la douche, on apprend que c'est l'usine de la mort, on apprend que toutes les personnes qui étaient sur les camions, celles qui sont montées volontairement parce qu'elles étaient fatiguées ou malades, on apprend que tous ceux-là ont été assassinés dans les chambres à gaz et que maintenant, cette fumée, cette odeur, c'est leur corps qui brûle. Mais non, on ne tue pas des gens qui ne sont pas malades. Non, 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 c'est pas vrai. Et puis, nous, on est arrivés à l'aube. Et bien maintenant, il est le matin, toujours personne. L'après-midi, encore personne. Et tous ceux qu'on interroge répondent la même chose. Vous ne les reverrez plus. Et commence, ça y est. Maintenant, on les croit. On en doutait. C'était pas possible. Mais maintenant, on y croit. Mon père avait 61 ans. Mon frère avait 12 ans. Et mon neveu n'avait pas 15 ans. Donc, ce sont les âges à lesquels on ne rentrait pas dans le camp. Donc, pour moi, ils ont été assassinés. Et mon neveu, je ne le sais pas, mais mon frère et mon père, c'est de ma faute. C'est moi qui leur ai dit de monter sur les camions. Et ils m'ont écouté. Donc, je me suis toujours sentie responsable de leur mort. Les Juifs n'ont pas le droit aux vêtements rayés. C'est trop bien pour eux. Nous, les Juifs, on va être habillés avec les affaires qui ne sont pas bonnes pour le peuple allemand, mais pour nous, c'est très très bien. Il y a un commando. Un commando, c'est un groupe de travail. Eh bien, il y a un groupe de travail qui est là et qui trie tous les vêtements que les Juifs amènent avec eux quand ils sont arrêtés. On est déguisé avec des vêtements et après, quand on est déguisé avec ces vêtements, vous avez encore une femme qui vient et qui vous met un grand croix en peinture sur le dos. Jusque-là, on n'a pas été aux latrines. Jusque-là, on ne s'est pas soulagé comme il faut. N'oubliez pas que dans les wagons, il y avait un tonneau et qu'on n'a pas été... On ne s'est pas soulagé complètement parce que c'était quand même gênant, malgré qu'on avait isolé le tonneau, mais on ne s'est pas soulagé complètement. Mais ce que je vois, vous avez des femmes qui sont là, assises, côte à côte, dos à dos. Là, vous voyez les trous, ils sont vides. Moi, je n'ai jamais vu cet endroit comme ça. Jamais, jamais, jamais. Même quand il était vide, je n'ai jamais vu cet endroit propre. Moi, quand je rentre dans cette salle,
L'odeur, déjà, imaginez l'odeur, mais qu'est-ce que je vois? Des femmes qui sont assises, et il y en a une, elle est dans mon point de mire. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle urinait dans ses mains et elle se lavait les fesses avec ses urines. Je l'ai traitée de tous les noms, cette pauvre femme. Maintenant, je dis pauvre femme, parce que moi aussi, j'en ai fait autant. Un mois après, j'en ai fait autant. À côté, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas quelqu'un de vivant. Un squelette qui est à côté d'elle. Elle est vivante ou elle est morte? On avait peur parce que quand un convoi était annoncé, ben, il fallait bien de la place. Donc comment faire de la place? Eh bien, en éliminant les personnes qui ne pouvaient pas travailler. Ils nous font tourner et puis, voilà, elle a des boutons. Elle a des boutons, elle se gratte. Si elle se gratte, elle ne dort pas la nuit, elle est fatiguée. Et puis si elle se gratte, elle ne travaille pas bien. Allez, sélection, chambre à gaz. Et puis il n'y en a pas encore assez pour la chambre à gaz. Il n'y aura pas encore assez de place. Alors de nouveau, on vous voit. Ah, elle a des plaies. Oh, elle a une vilaine plaie. Allez, chambre à gaz. Donc on tremblait toujours, toujours, toujours. Qui sortira vivant de la sélection, qui ira. S'ils ne nous avaient pas menti, s'ils avaient dit on vous emmène à la mort, vous pensez bien que les gens se seraient révoltés, se seraient débattus, et de toute façon, ils seraient morts, mais à coups de fusil, et ça aurait fait du bruit. Alors on a pris notre douche, on ne s'est pas essuyé, et voilà maintenant l'endroit où on va vivre. Ces messieurs nous ont réservé, tout a été étudié pour nous humilier. Avant de nous tuer, ils nous humiliaient. On trouve des niches à lapins sur 3 niveaux. Et nous sommes 18 dans un groupe devant ces 3 niches qui sont là. Quand on a touché les couvertures, ah, c'était rêche et cette couleur. Et je suis à peine endormie, j'ai pas l'impression que j'ai dormi, que déjà la Blokova nous réveille. Et comment qu'elle nous réveille? À coups de bâton. À Birkenau, j'avoue franchement que je ne me suis jamais lavée. On nous emmenait à la désinfection, et là, je ne crois pas qu'il y avait de douche, je ne me rappelle pas. C'était un produit qu'on nous passait, et comme il n'y avait pas de serviette, on ne pouvait même pas enlever la graisse. D'ailleurs, une fois, il y a eu un contrôle, et à cause de cette crasse, on a cru que j'avais la gale, et on m'a retiré du bloc où j'avais quelques Françaises avec moi. Il y a un grand appel à travers le camp, c'est très rare, parce que quand il y avait sélection, c'était une baraque ou 2 baraques, mais là c'est un grand appel, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas au travail, doivent se retrouver sur l'allée où les trains arrivaient maintenant. Tout le monde a peur. Ça, c'est quelque chose, c'est une sélection, mais ce n'est pas du tout le même genre que d'habitude. Ça, c'est un cas grave. Là, c'est vraiment... on va tous y passer, ça, c'est sûr. Eh bien, en fin de compte, ce n'était pas une sélection. On quittait Birkenau en novembre 1944. Pourquoi qu'on a quitté Birkenau à cette période-là, je n'en sais rien. Donc, fin février, on quitte Bergen-Belsen pour aller travailler en usine à Ragun, à côté de Leipzig, une usine qui travaillait pour l'aviation. Alors là, c'est vraiment le camp de travail comme je pensais. Quelques baraques et l'usine à 200-300 mètres. Mais là, les baraques, c'est toujours les mêmes modèles de baraques. Mais c'est fini la promiscuité, c'est fini d'être collé avec des centaines de femmes côte à côte. Et même à Bergen, c'était des milliers de femmes collées côte à côte. C'est fini maintenant. On a des petites chambrées de 10 lits. Des lits, vous vous rendez compte? Des lits. On a un lit par... Oh, il n'y a pas de drap, mais c'est le luxe quand même. Et en plus, dans cette... baraque-là, il y a même un poêle. Vous vous rendez compte? On est au mois d'avril, mais il fait encore froid dans ces régions. Donc on est content. Et en plus, il y a dans cette baraque, vous avez un endroit où vous avez de l'eau. On va pouvoir se laver sans se mettre nu devant des milliers de personnes. Il y a équipe de jour, équipe de nuit, le travail n'est pas trop dur. Et
jusqu'au mois d'avril, on va y rester. Au mois d'avril, c'est le départ parce qu'il y a les Alliés qui approchent. Les Alliés qui approchaient, c'était les Anglais. Et on va nous emmener en train. Mais le voyage a été très, 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 très pénible. Les autres qui ont quitté Auschwitz en janvier 1945 ont fait la marche de la mort. Ça aussi, ça a été affreux pour elles. Mais nous, ça a été le train de la mort. On restait des journées entières sur les voies de garage, enfermés dans les wagons. Il n'y avait rien pour faire les toilettes, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Les poux nous avaient envahis, comme les poils avaient repoussé, les cheveux avaient repoussé. On se passait la main dans les cheveux, des dizaines de poux tombaient sur nos belles robes rayées. On voyait les poux qui sautaient d'une tête à l'autre. Et à un moment donné, le train s'est arrêté, on croyait qu'on était arrivé, non, pas du tout. Un soldat qui, avant de se mettre à l'abri parce qu'il y avait une alerte, eh bien, a ouvert notre wagon. Les quelques femmes, et j'en fais partie, qui ont pu descendre de leur wagon, on a été brouter l'herbe comme les moutons. Il n'y avait pas de pissenlit, eh ben, on a baptisé l'herbe pissenlit. Donc l'estomac est plein maintenant, on est contente et on a soif, on a soif. Eh bien, il y a eu un petit mouvement de quelqu'un a entendu un bruit de liquide qui coulait. C'était une locomotive qui se vidangeait. Eh ben, on s'est traîné pour aller boire quelques gorgées de cette eau sale. Et puis, l'alerte étant terminée, notre brave soldat nous a fait remonter dans nos wagons. Mais ce que je me rappelle, on arrive dans un endroit, alors est-ce qu'on a été à pied? Je ne m'en souviens pas, mais mais on rentre dans un camp et personne ne nous crie dessus, personne ne nous frappe, personne, et même les gens nous regardent et ils ont des yeux larmoyants, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis morte ou... Eh bien, on apprend qu'on est dans le camp de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, près de Prague, que ce camp a été libéré et donc on rentre dans un camp, c'est vrai, mais on est libre, c'est fini, on n'est plus des prisonnières des nazis. On m'a soignée pendant combien de temps, je ne le savais pas. J'ai appris longtemps après que ça a duré au moins un mois. Un jour, on entend, je suis avec une autre Française, comment qu'on a appris, je n'en sais rien non plus. Le dernier camion qui rapatrie les Françaises va partir l'après-midi. On s'est retrouvés dans ce camion, on a dormi dans un château la nuit, le matin on s'est retrouvés dans ce camion qui nous a emmenés à l'aéroport de Tilsen, à côté de Prague, et là on a été atterrir à Lyon. À Lyon, je suis dans un camp, un centre d'accueil, on répond à des questions, et une fois qu'on a répondu aux questions, prévenez vos familles. Mais je n'ai pas de famille. Ils ont été arrêtés. Les gens sont là dans la cour, ils viennent nous voir avec des photos. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que par hasard? Moi, il y a une dame qui s'approche de moi. Je suis prête à lui dire, vous savez, madame, on ne connaît pas tout le monde. Elle s'arrête, elle me regarde. Mais t'es une fille Tcherkassky, toi? Je me rappelais encore de mon nom. Eh oui. Eh bien, elle m'apprend que ma mère et mes sœurs n'ont pas été déportées et même elles ont récupéré l'appartement à Paris. Vous pensez bien que l'hôpital m'attend encore. J'avais envoyé un télégramme pour que mes sœurs viennent me chercher, mais elles n'étaient pas là. Donc je suis rentrée toute seule à la maison. Je croise la concierge dans la cour de l'immeuble. « Oh, Gilbert !» J'aurais bien voulu que ça soit Gilbert, ça veut dire qu'il serait vivant. Eh bien, Gilbert aurait eu 13 ans et demi, j'avais 7 ans de plus que lui, eh bien, c'était Ginette. Elle me dit, je dis non, c'est Ginette, ah ben, ta mère t'attend là-haut, donc je monte, c'est ma mère qui m'ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre, ma mère m'amène sur le canapé parce que je ne peux plus tenir debout, et entre la porte et le canapé, elle me dit demain, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. J'étais morte de fatigue, mais d'entendre ça, c'est comme si j'avais eu une décharge électrique. Des nouvelles de papa, de Gilbert? Mais t'en auras jamais. On les a brûlés, on a brûlé leur corps, on les a assassinés, on les a gazés, et puis on a brûlé leur corps, maman. Tu les verras plus.
pauvres femmes. Ils sont morts, et puis voilà. Mais j'en avais tellement vu, moi, de morts, que ça ne me faisait plus rien. Je ne me suis jamais mis à la place de ma mère. C'est quand moi-même, j'ai eu un fils, c'est-à-dire 10 ans après, que les remords sont venus m'assaillir. Mais c'est trop tard, hein. On est plus ou moins sensible, mais quand on sort de là. Mais j'avoue que moi, ma sensibilité, je crois que je l'ai laissée dans le camp.